Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer notre session. Je m'appelle Thierry Anne, je suis le directeur médical chez Nestlé pour la nutrition infantile. Et comme vous le savez, nous avons une certaine appétence pour tout ce qui concerne le microbiote et les HMO. Et pour ce faire, nous avons demandé à deux orateurs d'échanger sur le sujet. Et pour ce faire, pour savoir comment bien démarrer son microbiote dès la naissance, ils ont voulu aussi animer la session pendant cette phase prandiale où les bras se lèvent juste à la hauteur de la bouche, qui pourrait possiblement aller au-dessus de la tête lorsqu'ils vous le demanderont de participer à un certain nombre de questions à la volée et sans conséquence. Donc je vous remercie de votre présence et je donne la parole à nos deux orateurs que je n'ai pas présentés mais que vous connaissez au-delà des frontières presque, qui sont Alexis Mosca et Hugues Piloquet. Et Alexis, c'est votre. Alors bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous ce midi pour parler d'un sujet on ne peut plus émergent qui est le microbiote. Vous savez que le microbiote s'insinue dans beaucoup de domaines pathologiques en médecine. Je remercie Thierry Anne de son invitation, puis Alexis aussi, c'est toujours un plaisir d'animer des réunions ensemble. Donc Alexis, on va commencer par le début, le microbiote. On part de la naissance. Bon, il y a toute une question sur la stérilité de la période in utero, mais comment ça démarre? Alors, effectivement, la question c'est comment ça se met en place, tout ça, à la naissance. J'ai l'habitude de dire que quand l'enfant naît, au fait, il y a deux naissances simultanées. Il y a la naissance du bébé et la naissance de son microbiote intestinal. Et alors, à votre avis, dans cette mise en place, est-ce que le lieu où on vit a une influence? Est-ce que c'est plutôt, au fait, notre génétique qui va influencer la mise en place du microbiote, ou est-ce que c'est plutôt le pays où on vit? Alors, qui vote? Oui, on est en période électorale, hein, je vous rappelle, donc on vote tout le temps. Alors, pour oui, une large majorité. Et qui dit non? Une très très faible minorité. Donc vous avez effectivement bien répondu. Alors, pour essayer de réillustrer un petit peu tout ça, alors effectivement la première question c'est est-ce qu'il y a un microbiote in utero? Il y a eu ces dernières années des controverses scientifiques assez intenses dans des journaux à haut impact de facteurs, qui ont été finalement réglés, disons, en analysant avec des techniques des méthodologies assez fines pour éliminer tous les artefacts. Et maintenant, on sait qu'il n'y a pas de bactéries vivantes chez le fœtus. Et donc, l'écosystème se met vraiment en place à partir de la naissance de zéro. Alors j'aime bien, moi, en plus c'est ma petite marotte, j'aime bien faire des petites métaphores un peu cosmologiques. C'est un véritable Big Bang, parce que vous voyez qu'il y a une période d'inflation très rapide, comme dans le vrai Big Bang, pour ceux qui savent. À 2 à 5 jours de vie, on est déjà entre 10 puissance 8 à 10 puissance 11 bactéries dans le côlon du petit bébé, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur du nombre d'étoiles qu'il y a dans notre Voie lactée, si on veut continuer à filer la métaphore. Et puis ensuite, ça se stabilise progressivement et vers l'âge de 3-5 ans, on considère que le microbiote est un microbiote de type adulte avec à peu près, comme vous savez, 10 puissance 13 bactéries dans le côlon, ce qui est l'ordre de grandeur du nombre de cellules qui composent l'être humain. Et alors, d'où viennent ces bactéries? Eh bien, effectivement, elles viennent de l'environnement. Alors, il y a deux influences majeures d'où viennent ces bactéries. Il y a les bactéries. Hugues, tu es en plein dans ma flèche, c'est toi la bactérie. Il y a les bactéries qu'on hérite de sa famille et les bactéries qui dépendent de son lieu d'habitation. Et effectivement, il y en a qui se sont amusés, par exemple, à faire la carte du monde des bactéries les plus dominantes en fonction des pays.
Alors là, vous voyez sur cette... Enfin non, vous ne voyez pas, mais vous devinez que sur cette carte, chaque pays a un petit peu sa carte d'identité bactérienne, mais cette variation géographique va à des niveaux beaucoup plus fins parce que, par exemple, dans un même pays, par exemple au Nigeria, on a regardé le microbiote entre les gens qui vivaient plutôt en zone rurale ou plutôt en zone urbaine, et alors qu'ils partageaient un certain nombre de facteurs environnementaux, mais pas tous, il y avait déjà des différences assez fortes. Donc ça a été montré sur plusieurs études. Votre carte d'identité microbienne dépend essentiellement de là où vous vivez. Et la deuxième, c'est l'héritabilité de ces microbes, c'est-à-dire que vous savez bien qu'à la naissance, on va commencer, le bébé va avoir ses premières bactéries qui vont être issues de la maman, et donc ça va le coloniser, et de génération en génération, cette hérédité se perpétue. Mais alors, ce qui est intéressant et un point déjà central que je voulais partager avec vous, c'est que au cours des générations, depuis que l'espèce humaine existe, donc depuis quelques centaines de milliers d'années, ce microbiote n'a fait que perdre en diversité. Alors, essentiellement, encore une fois, par des facteurs liés à l'environnement, au néolithique, avec l'agriculture qui a un peu restreint le régime alimentaire, et puis après, beaucoup plus récemment, évidemment, avec les procédés de nourriture industrielle et les procédés d'hygiène comme le nettoyage, les antibiotiques, la césarienne, etc. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le petit bébé qui naît en 2022 a un microbiote moins diversifié que le petit bébé de Cro-Magnon. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais comment tu fais pour le savoir ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, la première élément de réponse, c'est qu'on a comparé le microbiote des enfants vivant dans des pays en voie de développement, par exemple au Burkina Faso, voire même dans des populations qui ont un mode de vie encore de chasseurs-cueilleurs, en particulier les Hadza en Tanzanie, et qu'on l'a comparé à celui des enfants européens, par exemple italiens, et on a vu qu'effectivement, il y avait une grande variation et une perte de la diversité des microbiotes du bébé occidental. Mais très récemment, en 2021, il y a une étude qui a été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont été analyser le microbiote de coprolite dans les grottes, dans les cavernes où vivait Cro-Magnon, ici en Amérique centrale. Et ils ont montré qu'il y avait eu une extinction massive. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'extinction de la biodiversité. Et bien, dans le microbiote de l'enfant, il s'est passé déjà cette extinction, puisqu'aujourd'hui, le microbiote des humains ont 38% d'espèces de moins que le microbiote de Cro-Magnon. Et alors, comme notre background génétique, lui, n'a pas tellement évolué sur ces centaines de milliers d'années de l'espèce humaine, une des hypothèses pour expliquer, comme vous le voyez autour de vous quotidiennement, cette inflation, cette explosion de maladies dites non communicables ou des maladies liées au mode de vie occidental, c'est que peut-être, et on en parlera un peu tout à l'heure si vous voulez, cette perte de diversité bactérienne en face d'un système immunitaire qui est en train de se construire peut être effectivement un des facteurs, je dis bien un des facteurs, qui pourra expliquer un imprinting, une empreinte métabolique et immunologique qui favoriserait la survenue de toutes ces maladies plus tard dans la vie. Alors, perte de la biodiversité, ça nous rappelle quelque chose, on a bien compris. En fait, ce qui est intéressant pour nous pédiatres, c'est que dans les modes d'accouchement, tout ce qui entoure la naissance, est-ce qu'il y a des facteurs prédominants vis-à-vis du microbiote ? Oui, alors, on a dit, c'est l'environnement qui va moduler cet écosystème. Et donc, si effectivement on prend deux éléments de l'environnement immédiat du bébé, la voie d'accouchement et l'allaitement, à votre avis, quel est celui qui va le plus impacter le développement du microbiote du bébé ? Est-ce que c'est le fait d'être né par césarienne ou pas ? D'emblée, vous êtes mal parti dans la vie, c'est trop tard pour vous. Ou est-ce que c'est le fait d'être allaité par un lait artificiel ou au sein ? Alors, qui vote pour césarienne ? Je dirais un genre de 50%, comme ça. Tu es d'accord avec moi, Luc ? 50. On va dire 50. Qui vote pour allaitement maternel ? L'autre 50.
En fait, ça devait faire un tiers et un tiers d'abstention, je pense, à vue de nez. Très bien. Eh bien, au fait, c'était l'excellente bonne réponse, puisque les deux, mon capitaine, mais ça dépend du moment de la vie. C'est-à-dire que quand on regarde le microbiote là, dans cette étude de cohorte, ils ont analysé le microbiote des bébés à différents moments de la vie, et ils ont recueilli tout un tas de données de l'environnement, que ce soit sur les antécédents familiaux, que ce soit sur la mode de naissance, que ce soit sur l'alimentation ou l'environnement, s'il y a des animaux de compagnie, etc. Et ils ont regardé quel était le poids de chaque facteur dans la composition du microbiote. Et donc on voit qu'à 5 semaines de vie, ce qui influence le plus le microbiote, c'est effectivement la voie de naissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis maintenant plus de 10 ans. Le bébé qui naît par césarienne va avoir des premières bactéries colonisatrices qui vont être celles plutôt de la peau de la maman. Et donc son microbiote va ressembler à celui de la peau de la maman. Vous voyez ici les petites billes, les petites billes bleu clair qui sont groupées avec les petites billes bleu foncé. Alors que chez l'enfant qui naît par voie basse, eh ben, il va être colonisé par la flore du périnée de la maman, soit la flore vaginale ou la flore fécale. Et puis alors, la question qu'on a su un peu plus récemment, c'est combien de temps cette empreinte va durer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prélève votre microbiote, est-ce que je suis capable de dire « toi, tu es né par césarienne ?» Ça se voit. Donc, la réponse est non, et même cette empreinte disparaît assez vite, parce que vous voyez que dans les premières, ici ce sont des semaines, hein, mais à la fin du premier mois, dans les premiers mois de vie, cette empreinte disparaît. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que, disons, l'empreinte négative sur le système immunologique n'a pas eu le temps de se faire, puisqu'on a démontré, en tout cas chez les modèles animaux, que dans le dialogue microbiote et système immunitaire, les interactions se font très précocement et il faut vraiment corriger les défects très tôt pour éviter les effets néfastes. Et effectivement, vous savez probablement qu'il y a un certain nombre de maladies, en particulier maladies dysimmunitaires, l'allergie, etc., qui sont associées, je dis bien associées au fait d'être né par césarienne. Et alors tout ça, ça a donné beaucoup d'idées à tout un tas de gens de dire mais alors du coup les bébés nés par césarienne, comment est-ce qu'on peut les faire bien démarrer dans la vie, puisque c'était le titre du topo je crois, comment bien démarrer avec le microbiote. Alors il y en a qui ont essayé une méthode qui s'appelle le vaginal seeding. Qui en a déjà entendu parler? Ensemencement vaginal. Quelques-uns. Alors je vais vous décrire la méthode. Donc c'était pour des femmes qui avaient une césarienne programmée. Ils mettaient une compresse dans le vagin de la maman 1 heure avant la césarienne. Et quand l'enfant sortait, juste à l'extraction, la compresse était utilisée pour ensemencer le bébé avec la flore vaginale, d'abord au niveau de la bouche, puis de la tête et puis du reste du corps. Et donc c'est une étude publiée en 2016, avec des résultats complémentaires qui ont été publiés, je crois, l'année dernière, et qui montrent que sur le microbiote, le microbiote de ces enfants ensemencés sont un peu à cheval entre la composition microbienne des enfants nés par césarienne et la composition microbienne des enfants nés par voie vaginale. Et puis alors, plus fort, et ça c'est ce que je vous ai mis parce que la transplantation fécale, c'est aussi un petit peu mon dada. Et les Finlandais, ils ont fait carrément de la transplantation fécale. Donc, c'est-à-dire, ils ont pris des selles de la maman et ils les ont mis dans le premier biberon que prenait le bébé à quelques heures de vie. Alors, je rappelle qu'on subit tous une transplantation fécale à la naissance de la part de sa maman. C'est notre première transplantation fécale. Mais j'espère la seule, mais à moins que ça devienne un traitement miracle pour un tas de choses. Mais donc là, on fait cette transplantation fécale de façon un peu artificielle. Et vous voyez ici que donc ceux qui sont transplantés, là c'est la patate un peu noire, se rapprochent plus de la patate bleue qui sont les voies vaginales que les patates rouges. Et vous voyez que cette empreinte finit par disparaître, encore une fois, ce qu'on disait, vers l'âge de 1 mois de vie. Donc, il y a pas mal d'idées et d'études pour essayer de corriger ce genre de choses. Donc, on a parlé de la césarienne, mais on a parlé aussi de l'allaitement. Et on voit que, pour reprendre toujours cette première étude de cohorte,
Quand on est à 13 semaines de vie, vous voyez la barre qui ressort de façon très importante, c'est effectivement l'allaitement maternel qui est le facteur prédominant qui influence la composition du microbiote intestinal du bébé, passé les toutes premières semaines de vie. Et alors, c'est quelque chose qu'on va développer avec Hugues tout à l'heure, qui va nous apporter sa science des HMO qui est absolument extraordinaire. Mais juste pour vous donner un petit teasing, comme on dit en bon français, les HMO, ces oligosaccharides du lait maternel, sont le troisième composant du lait maternel. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de la nourriture à microbiote. C'est-à-dire que la maman, quand elle allaite son bébé, elle nourrit le bébé et le microbiote de son bébé. Parce que ces sucres, le bébé ne sait pas les utiliser. Et on verra avec Hugues qu'il n'y a que certaines bactéries intestinales qui sont capables de l'utiliser comme substrat. Et ça va donc favoriser la croissance de ces bactéries. Et c'est pour ça que, alors qu'on dit qu'un microbiote sain, c'est un microbiote très riche et diversifié, en fait, chez l'enfant nourri au sein, le microbiote intestinal est peu diversifié et très riche en ces espèces, en particulier les bifidobactéries. Voilà, on a parlé de l'allaitement de la césarienne. Je ne pouvais pas ne pas vous parler aussi des médicaments qui vont perturber la mise en place de ce microbiote. Et vous savez que, en particulier les antibiotiques, évidemment, au-delà de leur effet primitif sur l'infection que vous traitez, vont être pour la plupart éliminés par voie biliaire et donc avec des très fortes concentrations dans le côlon et vont absolument dévaster la composition microbienne. Alors sur un microbiote en plus qui est en train de naître et qui est encore pas tout à fait structuré et résilient, ça peut avoir des effets de retard à l'allumage, voire de dysbiose persistante à l'âge adulte. Et vous voyez ici que sur une traduction clinique, toutes ces maladies-là qui sont associées dans des études de cohorte ou des études cas témoins entre la consommation d'antibiotiques précoces, en général c'est dans les 6 mois ou premières années de vie, et le fait de développer plus tard, vous voyez, de l'asthme, on retrouve toujours ces mêmes maladies. Donc voilà, encore une fois, alors on a parlé des antibiotiques, les IPP aussi, qui sont beaucoup prescrits à cet âge-là, ont aussi un impact négatif. Donc je sais que vous êtes déjà convaincus, j'enfonce la porte, mais au-delà de l'antibiorésistance, il y a aussi une inquiétude à avoir sur la mise en place de ce microbiote chez le bébé quand on utilise des antibiotiques. Alors merci Alexis, tu as planté le décor. Moi j'ai bien aimé la comparaison avec la voie lactée chez un bébé qui a un microbiote entretenu par du lait, c'était pas mal. Là, tu nous as planté le décor, mais nous, en tant que pédiatre, on se dit, est-ce qu'il y a un lien entre le type de microbiote de départ et puis les maladies qui surviennent? Parce que je vous rappelle qu'on s'occupe des enfants plutôt malades. Oui, alors ça, c'est une vraie question et je dois avouer que si le sujet me passionne autant, c'est justement parce que cette question est prégnante. Pourquoi elle est prégnante, cette question? C'est parce que ces maladies dont on a évoqué tout à l'heure, l'augmentation d'incidence, sont des maladies éminemment multifactorielles. Elles ont probablement tout un terrain génétique prédisposant et des facteurs environnementaux qui vont favoriser leur déclenchement. Et sur les facteurs génétiques, évidemment, on ne peut pas jouer, donc on peut jouer sur l'environnement. Et donc la question, c'est est-ce que dans cet environnement global, on peut améliorer les choses en jouant sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire est-ce que le microbiote intestinal va être causal? Donc par exemple, déjà rien qu'en décrivant, est-ce que vous pensez par exemple qu'un enfant allergique a un microbiote qui est différent d'un enfant qui ne l'est pas? Alors qui dit oui? Grande majorité. Donc vous êtes déjà convaincu que le microbiote a un rôle à jouer dans l'allergie, dans la pathologie allergique. Alors, pour essayer déjà d'illustrer mon propos, j'aime bien cette image qui donne l'idée un petit peu de comment les choses se construisent. Vous imaginez que le microbiote du bébé, ça soit cette petite bille là, quand il naît, cette petite bille jaune, elle est sur un plateau et c'est en train de naître, c'est complètement, ça peut partir dans tous les sens, la petite bille, il suffit de lui donner une pichenette dans un sens ou dans l'autre et elle va y aller. Et puis finalement, au fur et à mesure que le microbiote va s'enrichir, eh ben, la petite bille, elle va rentrer comme dans un puits. C'est-à-dire le microbiote va être de plus en plus stable et du coup être moins sensible aux perturbations jusqu'à arriver au fond de son puits, je vous ai dit, vers l'âge de 3 à 5 ans. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut
est-ce que la trajectoire que va prendre cette petite bille va effectivement amener à un état de santé ou amener à un état de maladie, comme ici la dermatite atopique. Eh bien ça a été maintenant démontré par des études récentes. Il y a 4 ou 5 études, je vais vous en montrer 2, qui ont été publiées en 2020, qui en pratique, qu'est-ce qu'elles ont fait ces études? Elles ont collecté les selles des bébés depuis la naissance, elles ont regardé le devenir de ces bébés, et ensuite elles ont classé les bébés ces enfants du coup qui sont devenus enfants entre malades et en bonne santé, et ils sont retournés aux selles et ils ont regardé si on voyait apparaître des différences précoces justement dans la trajectoire que prenait ce microbiote. D'accord ? Donc cette étude par exemple de cohorte sur 430 enfants qui a collecté les selles au début de vie, à partir de 5 semaines, et on a regardé à 3 ans si les enfants avaient une dermatite atopique ou pas. On est retourné aux selles et on arrive à dessiner ces 2 trajectoires très nettement entre les enfants qui donc seront allergiques à l'âge de 3 ans. Eh bien, on voit que ici, sur un index de diversité de leur microbiote est moins diversifié en début de vie et prend une trajectoire différente que ceux qui ne vont pas devenir allergiques. Donc ça, c'est juste sur un index de diversité. Il y a eu une autre étude beaucoup plus poussée canadienne sur la cohorte Child qui a amené beaucoup de publications. Là, ils ont pris tout un tas de données pendant la grossesse. Ils ont regardé le microbiote à 3 à 12 mois et ensuite, ils ont classé les enfants malades, non malades, à 1 et 3 ans en fonction de surpoids et atopie. Ce sont en fait des critères qu'on peut voir assez vite, parce que si on attend de voir la maladie d'Alzheimer, on n'a pas fini de faire l'étude. Et donc, sans rentrer dans les détails, tout simplement parce que je ne les maîtrise pas, ce sont des modèles mathématiques, donc je vous concède mon ignorance, mais en tout cas, ils arrivent à sortir des trajectoires plutôt positives, avec ces critères microbiologiques ici que je ne vous détaille pas, et des trajectoires plutôt négatives. Donc, on a vraiment l'impression que la trajectoire que prend le microbiote à la naissance est associée à un état de maladie plus tard. Mais là, je vous ai parlé que d'association. Et moi, je me méfie toujours quand on parle d'association, c'est que notre esprit, qui a tendance à toujours nous jouer des tours, fait rapidement le saut entre association et causalité. C'est-à-dire que 2 événements qui surviennent en même temps sont la cause l'un de l'autre. Alors par exemple, quand un enfant a son pied qui grandit et dont la pointure augmente, en même temps, il apprend à lire et à écrire. Je ne pense pas qu'il y ait une cause entre la pointure de la chaussure et le fait qu'on apprenne à lire. Or, ce sont 2 événements absolument corrélés. Donc, je vous en ai mis un autre pour vous donner un exemple que vous connaissez peut-être. C'est la corrélation très nette entre la consommation de chocolat en kilos par année et par personne et le nombre de prix Nobel par 10 millions de personnes dans les pays. Et vous voyez une corrélation très nette, et vous concéderez avec moi qu'il n'y a probablement pas de causalité. Donc comment on peut essayer, pour répondre à ta question Hugues, de dire c'est vraiment le microbiote intestinal qui est la dysbiose intestinale qui est la cause de cette augmentation d'incidence. Alors là, il faut passer par des études animales, effectivement, et je trouve cette étude-là très élégante pour montrer ça. Alors je vais vous la décrire un petit peu. Donc on prend des femmes enceintes, certaines de poids normal et d'autres qui étaient obèses avant d'être enceintes. Donc vous savez que l'obésité, c'est une de ces maladies multifactorielles dans laquelle on retrouve une dysbiose intestinale. Donc ces femmes enceintes ont donné naissance à leurs bébés, qui eux sont évidemment en bonne santé, et ils ont collecté les selles de ces bébés pour aller coloniser des souris qui n'avaient pas de bactéries. Ils ont colonisé ces souris avec des selles donc, de petits humains. Certains avaient une maman de poids normal, d'autres avaient une maman obèse. Et ensuite, ces souris-là, ils leur ont donné une diète riche en graisse, genre du McDo. Si on veut résumer, j'ai rien contre McDo, mais j'ai rien pour non plus. Mais voilà. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les souris qui avaient reçu un régime riche en graisse et qui étaient colonisées par un microbiote d'enfants dont la maman était obèse, faisaient plus de stéatose hépatique. Donc, là, ils arrivent à prouver la causalité, de dire effectivement, la maman qui était obèse avait une dysbiose, elle a probablement, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, transmise à son bébé,
et de là à peut-être augmenter le risque du bébé de faire un syndrome métabolique. Et exactement le même design d'étude a été fait avec des mamans qui ont une maladie inflammatoire intestinale. Et pareil, quand on transfère chez la souris, on voit que le profil immunitaire des souris est différent. Donc, voilà, ce sont des études quand même qui sont assez convaincantes pour penser que, effectivement, cette trajectoire que prend le microbiote du bébé à la naissance peut avoir un impact sur sa santé future. Donc, pour nous résumer, on voit bien, ça se met en place. Et dans nos têtes de pédiatres, je pense qu'il y a des choses qu'on peut retenir. Bien sûr, tous les facteurs néonataux, pernataux d'influence de mise en place. Après, je pense qu'on peut retenir ces 4 critères importants pour nous, qui sont sans doute cumulatifs, c'est-à-dire césarienne, prématurité, antibiotiques, formule infantile, donc absence d'allaitement. Donc si vous cochez toutes les cases, votre dysbiose elle va être grade 4. Donc vous voyez, ce critère de dysbiose, bien sûr, avec une option derrière de dire comment on corrige ces enfants à risque de dysbiose. Eh bien, alors justement, on va arriver dans une partie plus active. On a dit tout à l'heure qu'un des facteurs les plus importants qui modulait ce microbiote, c'était justement l'allaitement maternel. Je vous ai parlé brièvement des HMO, mais Hugues, qui sont-ils ces HMO? Alors, bienvenue dans le monde merveilleux, puisque c'est un monde, hein, et on comprend bien que ce que je dis toujours, si vous prenez en nutrition infantile, sans aucune critique, un épaississant et que vous le rajoutez dans une formule, c'est une innovation, mais c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, le problème des HMO, c'est qu'on arrive dans un domaine extrêmement complexe qui influence probablement un certain nombre d'organes dans le corps humain, et donc on met du temps et nos connaissances progressent petit à petit, mais sûrement. Alors qui sont-ils? Ma slide, il faut que je la change à peu près toutes les semaines, puisque la semaine dernière, on était rendu à plus de 200 HMO différents. Vous voyez sur la slide, on est à plus de 180. Ça augmente parce qu'on arrive avec nos techniques de chromatographie à identifier de plus en plus de structures, des sucres complexes. Et on voit bien qu'ils sont le 3e constituant du lait maternel. Anciennement, pour les plus anciens comme moi, on appelait ça du ginolactose, hein, fin du 19e, mais on ne savait pas trop à quoi ça servait. Maintenant, on commence à avoir des idées beaucoup plus précises. Et on va voir qu'ils ne sont pas tous en même quantité. Le plus important, c'est le 2-FL, et donc 30% à peu près des HMO en poids moléculaire. Alors, une première question, c'est que, vous savez, dans l'évolution progressive des espèces, notamment si on se contente des mammifères, c'est est-ce qu'on en trouve dans tous les laits de mammifères? Parce que vous me voyez venir, comme on est le seul mammifère qui a choisi de changer le lait habituel des bébés, on peut se dire, est-ce que sur le plan HMO, il y a une identité? Alors, cette publication est très intéressante sur les HMO dans le lait de chèvre. Et vous voyez, quand on compare, en fait, il y a une très grosse différence. C'est-à-dire que les primates et l'espèce humaine ont beaucoup d'HMO. Donc, il y a eu une évolution vers cette composition spéciale. Puis, dès que vous prenez les ovins ou les caprins, pour être techniquement, zoologiquement précis, eh bien, c'est un effondrement des HMO, hein, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et comme vous allez voir, il y a des HMO très communs entre les mammifères qui sont les sialylés, hein, qui incluent l'acide sialique, et puis ceux qui incluent le fucose sont très spécifiques des primates et des humains. Juste un petit point, c'est qu'actuellement les HMO disponibles pour la nutrition infantile, il faut savoir que c'est du génie génétique, hein, ce sont des bactéries qui les fabriquent. Et il y a cette publication qui fait état des HMO qui seraient utilisables à partir du lait de chèvre. Donc peut-être une évolution à partir des HMO du lait de chèvre, mais encore à l'état de publication. La deuxième particularité, c'est que toutes les femmes ne fabriquent pas les mêmes HMO. Et là, on voit bien que certains gènes interviennent. Ce sont des gènes, vous comprenez bien,
qui sont des enzymes de branchement des sucres, comme FUT2 ou FUT3. Donc c'est une enzyme qui va complexifier un sucre et apporter une liaison particulière. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que ces gènes interviennent également dans les groupes sanguins qui sont une expression sur la membrane de sucres complexes qui nous font reconnaître le Rhésus, le Lewis. Et donc, par exemple, on sait que FUT3 intervient dans la reconnaissance des groupes sanguins Lewis au niveau des membranes, mais également dans la fabrication et le branchement des HMO dans le lait maternel. Donc, suivant le statut de la maman, FUT2 positif, FUT2 négatif, FUT3 positif, FUT3 négatif, vous aurez des profils HMO différents suivant les mères, puisque vous voyez sur ce graphe que, suivant votre statut Lewis ou votre statut FUT2 sécréteur non sécréteur, ce qui est identique, vous allez arriver à des profils d'HMO différents. Donc c'est assez facile de comprendre que si on prend des groupes de mamans finalement FUT2 positif, FUT3 positif, ici c'est en Europe 70% à peu près des mamans, vous aurez des profils qui seront correspondants. Par exemple, quand vous êtes FUT2 positif, vous avez du 2FL qui va être très élevé. Si vous êtes FUT2 négatif, vous aurez du 2FL qui sera très très bas pendant toute votre lactation. Donc vous voyez des profils qui commencent à émerger avec, on voit des profils différents suivant votre statut en gène. Une publication récente fait intervenir 3 gènes supplémentaires. Donc vous voyez, le système il est en train de se complexifier et on met du temps à comprendre tout cela. Une présentation globale, puisque vous avez d'un côté ce qu'on disait les HMO fucosylés, ici avec le 2FL qui est le plus fréquent, avec des taux supérieurs à 2 grammes par litre. Et puis de l'autre côté, vous avez les HMO sialylés qui transportent l'acide sialique. On en dira un mot tout à l'heure. Et puis au milieu, on a toujours des neutres. On ne sait pas pourquoi ils sont neutres, mais ils sont intermédiaires. Voilà, c'est souvent des parties qui vont être branchées. Donc on dirait que c'est la partie entre les deux, vous voyez. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous regardez le pourcentage de fucosylés suivant les espèces, vous voyez qu'on est à 70% d'HMO fucosylés dans l'espèce humaine. Les primates, vous évoluez du petit ouistiti à l'orang-outan probablement entre 20 et 65%, donc des très grosses différences entre les primates. Et puis, vous avez moins de 5% de fucosylés chez tous les autres mammifères. Donc vous voyez, ces HMO fucosylés sont très spécifiques à notre espèce et rendent probablement l'utilisation d'extraction très difficile. On n'arrivera pas à les trouver dans les autres laits. Alors moi j'adore écouter Hugues parce qu'il ouvre la porte vers un monde, en plus qui nous ramène dans notre enfance de médecin, parce que ça parle de chimie, de biochimie. Là, vous vous souvenez, quand la vie était belle, on était sur les bancs de la fac. Alors, tu nous as entrouvert la porte, mais du coup, là, tu nous dises là, à quoi ils servent ces HMO, s'ils sont là. Alors ça a été l'ignorance de tout le XXe siècle. On s'est dit, il y a un gynolactose, bon, il fait joli dans le lait maternel, on ne sait pas à quoi il sert, mais bon, voilà. Les vétérinaires, de façon amusante, avaient beaucoup plus d'attention sur cette partie de sucre complexe que les médecins durant tout ce siècle. Alors bien sûr, vous allez dire, il y a 2 constituants. Il y a le microbiote, je pense qu'Alexis en a très bien parlé, qui se met en route. C'est comme une mise en place, un début de course avec une compétition. Et puis les HMO qui vont alimenter ce microbiote avec des rôles spécifiques. Donc toute la difficulté est d'avoir des effets pour comprendre par le microbiote. Vous voyez, on sait qu'il y a une influence des HMO sur le microbiote, mais est-ce que les HMO peuvent avoir des rôles spécifiques directement en interface avec l'individu, avec le tube digestif et son système immunitaire. Donc c'est sûr que le microbiote a une colonisation de l'intestin à partir de la naissance, probablement un effet barrière pour la prévention des infections, ça on a tout ça dans nos têtes de pédiatres, avec un barrage vis-à-vis des pathogènes. Et puis la notion de maturation du système immunitaire, ça on a bien compris qu'on a besoin d'un microbiote pour le faire. Et les HMO, ils vont moduler ce microbiote. Donc vous voyez probablement une interaction avec lui. Une adhérence également vis-à-vis des pathogènes avec des pièges à pathogènes.
et puis une modulation de l'immunité, peut-être directement. Il y a un rôle de renforcement de la barrière aussi qui semble très important et qui explique ce passage. Et bien sûr, on arrive à allergènes et transport des protéines d'origine alimentaire. Alors, on a pris conscience, vous voyez, dans les années, c'est récent, hein, ça c'est une étude de 2019 en biologie moléculaire sur le microbiote. On a 3 clusters, vous les voyez, A, B, C, dans différentes couleurs, bleu, vert, gris. Et on met tous les facteurs néonataux d'influence. Alors vous avez le type de naissance, la césarienne, pas césarienne, l'alimentation, etc. Le poids de naissance. Et sont apparus à partir de ces années le poids des HMO et le type de HMO, c'est-à-dire que finalement ce qui tire le plus du côté A, du côté B, du côté C, ce sont le taux de HMO. Vous voyez ici l'influence du 2FL pour partir vers le cluster A. Donc on a pris conscience de l'influence de ces HMO sur l'installation et le type de microbiote. La deuxième chose, c'est qu'on peut même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si on dose les espèces spécifiques, vous prenez un bifidobacterium particulier, eh bien, on va voir qu'il y a un lien aussi avec les types de bactéries spécifiques et en particulier des bifides. Vous voyez qu'ici, les bifides influencent beaucoup en association avec les HMO vers un type de cluster. La particularité des bifidobactéries en particulier, c'est l'utilisation. Ils ont des transporteurs spécifiques. Les travaux de 2021, alors ce sont des chercheurs qui sont spécialisés dans ces transporteurs de membrane. Eh bien, un bifidobactérie, par exemple, si on prend un longum, il va être capable d'intégrer en intracellulaire un HMO complet. C'est-à-dire qu'il a un transporteur spécifique et il est capable d'utiliser tout le HMO. Alors vous avez le bifidum par exemple, qui n'est pas équipé de la même façon, qui va avoir des enzymes de dégradation de surface pour intégrer les monozydes les uns après les autres. Mais certaines, le brevet par exemple, Bifidobacterium brevet, très utilisé aussi en nutrition infantile, il est capable d'intégrer ces HMO complètement en intracellulaire. Donc un équipement spécialisé qui, on le comprend facilement, va stimuler la croissance de ce type de bactéries. Si on prend un groupe, je vous ai expliqué qu'il y a des mamans qui sécrètent du 2FL et puis d'autres qui n'ont pas de FUT2 et qui ne sécrètent pas de 2FL. Vous avez ici une étude qui vous montre que les mamans qui ont un lait très riche en 2FL vont avoir des bébés qui installeront beaucoup plus facilement des fortes populations de bifidobactéries ici représentées. Les bactéroïdes sont également accélérés par ce lait riche en 2FL. Alors, quand on arrive sur le modèle physiologique, il n'y a pas d'intervention, on regarde par exemple les effets de la césarienne, et vous voyez ici, en rouge-orange, des enfants césarisés, puis en bleu, vous avez des enfants qui naissent par voie basse. On sait qu'il y a un déficit en rouge des bifidobactéries chez les enfants césarisés. Alexis vous a montré ces études. Et bien, quand vous êtes FUT2 positif, votre 2FL, c'est la case orange, va vous corriger ce déficit en bifidobactéries lié à la césarienne de façon beaucoup plus efficace, alors que des bébés qui naissent par voie basse installent beaucoup plus facilement leur population de bifides. Donc vous voyez, on rentre déjà sur une correction de dysbiose avec un type de HMO. Donc il y a l'évolution parallèle des pathogènes qui vont être surreprésentés chez les enfants césarisés et qui vont diminuer par ce lait riche en 2FL. Alors ici, c'est une étude d'intervention. On commence à supplémenter les bébés avec des HMO de synthèse génétique. Et vous voyez qu'ici, ce sont des bébés supplémentés à 6 mois. Et on leur donne une formule supplémentée avec 5 HMO. Et donc vous avez le groupe de référence, bien sûr, en bifide qui est allaité, ici. Et vous voyez que le groupe non supplémenté aura une population de bifides qui sera plus basse. Et vous avez une augmentation de la population bifide grâce à cette supplémentation en 5 HMO. Si on prend les populations de Clostridium difficile, vous avez strictement l'inverse, avec bien sûr une population assez basse pour le groupe allaité et le groupe supplémenté. Alors, merci beaucoup Hugues. On voit bien, là, tu as vraiment éclairé cette interaction entre HMO et microbiote et permis de comprendre comment l'allaitement maternel, effectivement, permet d'influencer la composition du microbiote des bébés, quitte à même corriger, comme tu disais, la dysbiose liée à la césarienne.
Donc là, on a vu l'impact des HMO sur le microbiote, mais sur la santé de l'enfant, en particulier sur la santé métabolique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on a connu certains prébiotiques précédents, c'est qu'on n'était pas dans un système physiologique. Donc, il y a un rôle qu'on découvre avec le nombre de publications qu'on a du mal à suivre quand on s'intéresse à un sujet dynamique. Effectivement, par exemple, si je vous pose la question, est-ce que les HMO influencent la croissance du bébé? Une question simple. Alors, les oui, d'abord. Vous êtes déjà convaincus, ça veut dire que vous êtes des fans de littérature HMO, puisque ces travaux ont moins de 2 ans. Et effectivement, quand on regarde les premiers, on peut s'intéresser à ce premier. Alors, il a un nom barbare, LNFP2, donc vous n'êtes pas obligé de retenir les 180 noms de HMO. Mais si on regarde spécifiquement ce lacto-N-fucopentaose 2, c'est son petit nom entre nous, eh bien, on regarde les mamans sécrétrices, vous vous souvenez de FUT2, et puis les non sécrétrices, puisqu'il y a un lien entre cet HMO et le gène FUT2. Eh bien, les Espagnols nous disent, effectivement, on a trouvé une corrélation sur la croissance des bébés de 0 à 6 mois avec cet HMO particulier. Alors, on se dit, bon, d'accord, il y a une petite corrélation. Est-ce que, mais bon, on a des P qui sont quand même corrects. Et effectivement, il y a peut-être un lien. Mais vous imaginez bien qu'on est dans une machinerie à 200 molécules. Donc, on attendait la suite. La suite, elle arrive. Et cette publication dans Nutrients de 2021, où on regarde 3 types de mamans, obèses, surpoids, poids normal. Et là, 155 couples mère-enfant, on s'aperçoit qu'il y a une modulation sur un certain nombre d'HMO avec une gradation sur les 3 populations différentes. Et il y a une surexpression donc, ou une sursécrétion d'HMO chez les patients obèses pour certains HMO et puis une sous-expression de certains. Alors en résumé, vous voyez qu'on sait maintenant que le BMI maternel est corrélé positivement avec LNNT, 3FL, 6SL à 2 mois de vie. Et puis, vous avez un BMI qui est corrélé négativement à tous les sialylés. Donc, vous voyez, c'est DSLNT, DSLNH, FDSLNH. Je suis obligé de faire des répétitions pour apprendre les termes, parce que c'est compliqué. Et les HMO acides. Voilà, 3FL et 6SL sont positivement corrélés à la masse grasse des nourrissons à 6 mois. Donc, vous voyez, il y a un tilt qui arrive. Vous connaissez, vous prenez un bébé au lait artificiel, 1 an d'allaitement comparé, vous avez 600 grammes en moyenne de différence de poids au bout d'1 an. On commence à avoir une idée de dire, on a une influence sur la prise de poids entre l'alimentation du bébé, bien sûr, peut-être les macronutriments, mais aussi peut-être des choses beaucoup plus subtiles et des messages qui évoquent du programming et de l'installation de masse grasse. Alors, ça nous donne des beaux modèles. Je vais avouer la même incompétence qu'Alexis sur les modèles mathématiques, puisque dans cette publication de 2022, on commence à avoir des liens entre les facteurs néonataux, le type d'HMO, les populations bactériennes retrouvées dans le microbiote de la maman et les données de croissance de l'enfant en Z-score, en poids, en IMC. Donc, vous voyez, on arrive à des modèles complexes. Heureusement, pour les gens comme moi, les auteurs, ils sont gentils, ils nous ont fait un résumé beaucoup plus compréhensible qui nous dit, ben voilà, la maman, elle a une masse grasse, une inflation de sa masse grasse éventuelle en surpoids ou obèse, et elle va, par l'intermédiaire du profil bactérien et du profil HMO, adapter probablement le message chez son enfant, avec un enfant qui aura une anthropométrie modifiée par ces modulations fines de programming. Donc ça, c'est une première avancée théorique. Ça reste à confirmer, bien sûr, mais on a des choses très intéressantes, notamment sur l'adaptation de la croissance du bébé chez les mamans obèses, puisqu'on était très étonnés de voir qu'il grossissait pas si vite que ça, finalement. Alors, bien sûr, ça part dans tous les sens. Vous connaissez sans doute l'histoire, vous avez entendu parler de la prévention de l'entérocolite. On a remarqué, il y a une dernière étude anglaise de décembre dernier qui confirme encore que tous les bébés qui font des entérocolites graves ont un DSLNT, un HMO dans le lait de leur maman qui est très bas. Donc ça pose
un certain nombre de questions et ça nous donne tout de suite l'envie de rajouter ce HMO pour prévenir les entérocolites de prématurés, puisque vous savez que c'est un peu ce qui reste en néonatologie d'accidents graves chez les bébés. On a encore des épidémies dans les services, on en a une il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est la partie entérocolite. Vous voyez, il y a plein de secteurs qui sont touchés. Le cerveau, eh bien, on tombe sur les HMO sialylés. Je vous ai dit, c'est ceux qui sont constants chez tous les mammifères. Et les HMO sialylés sont de formidables transporteurs d'acide sialique. Et l'acide sialique, c'est assez important pour construire son cerveau au niveau des membranes. Donc, on a probablement un rôle vis-à-vis HMO et développement cérébral. Et puis, bien sûr, immunité avec la prévention des infections. Si on regarde simplement les publications sur HMO sialylé transportant l'acide sialique toujours en 2019, vous voyez qu'on a des liens avec virus influenza, la grippe, le VRS c'est le 3SL, l'infection Helicobacter pylori, les Escherichia coli, et puis les sialylés, ils ont remis 2 autres publications ici. Donc, prévention des infections, probablement un facteur important vis-à-vis des HMO. Alors, on vous a fait un panorama. On va essayer de résumer. Alexis, tu as sans doute des messages importants à donner. Oui, mais merci beaucoup Hugues. Effectivement, on a essayé de concentrer dans le temps imparti un certain nombre de messages. Donc, moi, je vous ai remis un petit peu les messages qui me semblaient à moi essentiels à partager avec vous aujourd'hui. Le premier, comme je vous l'ai montré, c'est qu'il y a eu de façon incontestable un appauvrissement à cette fameuse perte de biodiversité du microbiote intestinal au cours des générations, que peut-être ça a pu favoriser justement l'émergence et l'augmentation aujourd'hui des maladies occidentales, que cette dysbiose, elle peut se transmettre de maman à bébé et que en même temps qu'on transfère ces gènes, voilà, les parents transmettent aussi le microbiote qui sont des facteurs d'environnement, et sur ces maladies qui sont à la croisée des gènes et de l'environnement, peut-être les deux peuvent jouer, sachant que sur les gènes on ne peut pas modifier, alors que sur le microbiote on peut potentiellement le faire, que donc ce qui justement module la composition du microbiote du bébé, c'est son environnement, la voie d'accouchement, l'alimentation et la prise d'antibiotiques ou d'autres drogues. Et que donc, comme je vous ai montré, probablement, si on arrive, nous pédiatres, un jour à avoir les outils, et on a vu peut-être avec les HMO qu'on commence à avoir des pistes intéressantes pour faire varier un petit peu dès le début de la vie, et faire aller cette petite bille jaune, essayer de piloter cette petite bille jaune, comme une petite voiture télécommandée, peut-être qu'on va enfin réussir à baisser cette augmentation des maladies drastiques, parce que revenir vivre dans des grottes, je ne pense pas que ce soit une solution tout à fait acceptable. Voilà, et puis Hugues, du coup, sur les HMO, on a un vrai petit couple. Ah bah merde, je t'ai fermé le truc. Alors, il m'a enlevé ma diapo. Merci Alexis. Je te la remets, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, commence à dire. J'ai une question spéciale pour Alexis. Je me posais la question, pourquoi mon chien faisait de la transplantation fécale depuis que je le connais, en mangeant systématiquement les crottes de ses congénères. Donc ils ont inventé avant nous la transplantation fécale, les chiens. Oui, pas que les chiens, il y a plein d'animaux qui sont coprophages, dont en particulier les souris. Chiens, du coup, c'est très pratique pour faire des études animales. Il suffit de mettre les souris dans la même cage et elles se font des transplantations fécales, elles partagent leur microbiote. Bon, ça c'était un joke. Et donc, bien sûr, les HMO, vous avez compris, on est dans un système probablement très complexe, avec des interactions multiples, mais un point important, c'est juste au moment où l'installation du microbiote se met en route. Et donc, c'est un stop-départ où les HMO sont présents dans l'allaitement, avec probablement un élément clé de l'influence sur le microbiote. On voit que les rôles des HMO ne sont pas seulement sur le microbiote, mais également probablement avec des effets directs système immunitaire, prévention des infections. La régulation du poids du bébé, c'est un concept assez récent, mais qui semble se confirmer. Le développement cérébral, donc il y a des belles pistes de connaissances là-dessus. Et puis, ça va assez vite, puisqu'il faut comprendre que ce sont des molécules qui sont humaines, et qui sont utilisables. Et donc, vous voyez que l'EFSA
et la FDA ont été très rapides pour utiliser en nutrition infantile ces molécules. On demandera ce qu'il en pense à Dominique Turth vis-à-vis de l'EFSA, mais on voit que ça va assez vite en termes de, vous voyez, dans nos réglementations qui sont extrêmement drastiques pour introduire en nutrition infantile, on voit que ça va très vite dans les autorisations. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Merci Hugues, merci à vous. Alors on a un petit temps pour les questions. On espère qu'on a excité votre curiosité, que vous allez avoir des questions. Alors je vais passer les micros. On va garder les micros comme ça. Je te casse pas la gueule. Voilà. Ma question, pour les laits, les laboratoires maintenant, dans les laits, ils rajoutent des HMO. Il paraît, oui. Oui, et donc c'est des prébiotiques. C'est pas les mêmes prébiotiques qui datent d'une dizaine d'années. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on a rajouté des prébiotiques et des probiotiques dans les laits. Je pense que c'est pas les mêmes. Et par rapport aux laits qui contiennent des probiotiques et les laits actuellement qui contiennent des HMO, qu'est-ce que vous préconisez? La question est trop dure, donc c'est pour toi, Alexis. Bon, non, mais je peux apporter des éléments de réponse. Encore une fois, on est un petit peu au balbutiement. Vous savez que les gens qui font du lait artificiel, évidemment, ont comme cible un espèce de saint graal qui est de se rapprocher du lait maternel. Évidemment, il y a tellement de composés, Alain Bocquet peut nous en parler pendant, je pense, au moins toute l'après-midi, de la spécificité du lait maternel. Mais il essaie d'en s'en rapprocher et ces facteurs bioactifs que sont les prébiotiques, donc les prébiotiques, je rappelle, ce sont de la nourriture à bactéries dont les HMO donc, font partie, mais il y en a d'autres, effectivement. Les probiotiques sont les souches bactériennes. On peut même mettre les symbiotiques, c'est-à-dire on met un prébiotique plus un probiotique. On peut mettre un postbiotique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait aussi les laits fermentés, c'est-à-dire les ferments. Donc toutes ces méthodes-là ont montré qu'elles permettaient de moduler le microbiote intestinal du bébé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que chaque méthode ait montré un vrai intérêt sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des cliniciens, il faut que, même au-delà de la modulation du microbiote, il faut que ça ait un intérêt clinique. Donc, voilà, comme dit Hugues, les études sont récentes et il faut suivre ça, je pense, de près, parce qu'effectivement, on va peut-être pouvoir trouver dans les gammes de lait des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple, je sais pas, chez un enfant né par césarienne ou atopique ou des choses comme ça. Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si je fais un portrait robot de la modulation idéale, on avait compris il y a déjà 20 ans qu'il y avait une association d'effets entre prébiotiques et probiotiques. Le problème, c'est que ça a avancé de façon différente. Il y a eu l'amélioration de nos connaissances en probiotiques. On a tenté des mélanges à un moment et on s'est dit que finalement, les effets étaient moins évidents et on en revient beaucoup sur le monoprobiotique. Vous voyez, une souche qu'on favorise, et puis l'association entre un prébiotique et un probiotique pour faire vivre cette souche ou la stimuler. Donc on voit bien qu'il y a une synergie à ce moment-là. Et les prébiotiques ont aussi évolué à partir de Fosgos vers différentes pistes. Les HMO sont une piste très intéressante parce que probablement plus physiologique que les molécules d'origine végétale, ou bien j'avais creusé les algues à un moment, mais les algues, on est toujours au niveau du rongeur. Vous voyez, on n'a pas encore utilisé ça chez les bébés humains. Merci pour cette double présentation riche. On sait bien qu'il y a d'autres types de localisation de microbiote, en particulier cutané, respiratoire. Quel est le rôle des HMO pour ces localisations? Pour le microbiote cutané, pour le microbiote respiratoire et d'autres qu'on n'a pas encore inventés jusqu'à maintenant. Alors, je peux peut-être commencer, puis tu finiras si tu veux, Hugues. Alors, effectivement, tu as complètement raison. On est rempli de microbes. Au fait, on pensait qu'il y avait des organes qui étaient stériles. Les poumons, on pensait qu'ils étaient stériles jusqu'en 2010, jusqu'à ce qu'on ait vu qu'ils ne l'étaient plus. Il y a tout un tas de zones, le sang, etc. On a des microbes partout. Le plus important étant quand même le intestinal et vaginal, et derrière, juste derrière, cutané. Alors, je ne sais pas, moi, quels sont les rôles des HMO. Je sais que, je ne vous l'ai pas montré, mais dans l'étude où j'ai parlé du vaginal seeding, tous les microbiotes ont été modifiés, en tout cas par cette méthode. Non seulement l'intestinal, mais aussi le cutané et l'oral. Voilà, donc je ne sais pas le rôle des HMO sur les autres microbiotes, mais
Je pense que c'est une question difficile. On a fait le lien, par exemple, dans les modèles de rongeurs, quand on arrive à baisser l'inflammation au niveau du côlon, de façon très bizarre, il y a une diminution de l'inflammation au niveau de l'épithélium. Ça marche très très bien, de l'épithélium respiratoire, j'entends. Et donc ça marche très bien chez la souris. Par contre, on pense que ça passe par le système immunitaire. Donc c'est l'influence probablement HMO locale sur le système immunitaire qui est traduit sur le poumon. Voilà. L'influence directe, organe par organe, il est difficile à prouver avec des HMO, puisque comme je vous le rappelle, quand vous donnez des HMO à un bébé, que ce soit par un sein ou avec une formule enrichie, mais physiologiquement avec un sein, vous avez 3% de ces HMO que vous retrouvez dans les urines. D'accord ? Donc il y a un petit passage systémique, 3%. Donc 97%, ce sera bloqué par le tube digestif et utilisé par les bactéries ou les entérocytes. Mais, Quel est le rôle des localement. autres Je peux une deuxième question? Pardon, j'ai une question. Attendez, parce qu'on voit... Là-bas, oui. Là-bas. Oui. Et après, Ma Dominique. question est en rapport avec les messages que vous avez mis pour le take-home message. Vous avez introduit une notion de nouvelle pathologie occidentale. Voilà. Alors moi, c'est par rapport à ce sens-là que je voudrais intervenir. Parce que vous avez montré dans l'introduction de votre topo l'évolution. Mais cette nouvelle pathologie occidentale, c'était par opposition à un mode de nutrition ancien, disons, des époques d'avant. Mais moi, je pense que le message que vous donnez sur le microbiote est un message de connexion. Et vous avez montré beaucoup de schémas de connectivité dans les arguments que... Actuellement, même en dehors des aires occidentales, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur type digestif n'est pas ce qu'ils avaient déjà aux époques anciennes. Moi, je pense qu'on peut-être mieux parler des pathologies des aires ou des pays industrialisés plutôt que pathologie occidentale. Parce que je ne pense pas qu'en disant pathologie occidentale, que ça se réfère aux pays de l'Ouest. Je pense que c'est cette terminologie à revoir, même sur le plan de la communication. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire exactement. Alors, tu as complètement raison. C'est un défaut sémantique de traduction de l'anglais, puisqu'on dit Western disease. Donc, c'est pour ça que j'ai traduit par occidental. Mais en tout cas, vous avez compris le concept. Dès qu'un pays adopte un mode de vie dit occidental, il voit automatiquement, et nous on le connaît bien en gastro sur les maladies inflammatoires intestinales, dès qu'un pays adopte un mode de vie occidental, l'incidence augmente. Et c'est pareil pour les allergies et tout ça. Maintenant, effectivement, le terme, je te le concède, est probablement mal choisi. C'est une traduction du terme en général utilisé en anglais et je suis désolé. Je rajouterais que c'est toujours la faute des Anglais. Dominique, ouais. Oui, Dominique, j'aimerais bien avoir ton avis Parle fort. sur l'EFSA. Je sais pas où sont les micros. Pose des Nous, questions. on est fixés là, on Est-ce peut que pas te le donner. Je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de votre exposé, tant sur le fond que sur la forme. Bravo. Juste un commentaire, puisque les deux dernières lignes m'y incitent. C'est juste pour préciser les choses, c'est absolument pas une critique. Donc l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, c'est l'équivalent de l'Agence du médicament pour la sécurité des aliments. C'est une agence de la Commission européenne. C'est une agence qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Donc stricto sensu, ce n'est pas elle qui autorise l'utilisation. En fait, elle répond à une requête de la Commission européenne pour demander si les HMO en particulier ou bien tout nouvel aliment est sans danger. Qu'est-ce que c'est qu'un nouvel aliment? C'est un aliment qui n'a pas été consommé dans un pays de l'Union européenne avant le 15 mai 1997, parce qu'il fallait bien fixer une date. Et donc, à l'évidence, ces HMO n'ont pas été consommés avant 1997. Je parle des HMO synthétiques et pas ceux du lait maternel. Voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Et on est effectivement dans le panel nutrition envahi de dossiers, tous d'ailleurs meilleurs les uns que les autres en termes de qualité scientifique, pour évaluer l'innocuité. Et le dernier point que je souhaitais
indiqué, c'est que l'EFSA ne prend pas parti, sauf quand elle est sollicitée, pour le côté efficacité, c'est-à-dire l'acceptabilité scientifique des allégations. C'est aussi le job du panel nutrition, mais c'est un travail pour lequel, pour le moment, on n'a pas été sollicité. Ce sont des précisions importantes, mais je pense qu'il faut rappeler que le microbiote va devenir du quotidien. J'ai une réunion la semaine prochaine de quelqu'un qui fait du microbiote à grande vitesse et qui me dit, est-ce qu'on ouvre au grand public? Est-ce que les médecins sauront interpréter et corriger les microbiotes en dysbiose? Mais je pense que c'est des choses qui arrivent dans notre pratique médicale quotidienne, Alexis. Oui, peut-être une dernière question. Les études, oui. Ouais. Les études sont centrées sur le... Oui. Donc bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais bien savoir, comme vous avez présenté, vous avez parlé que les mamans qui portent une tare particulière, une maladie inflammatoire intestinale, elles risquent de transférer sa dysbiose à son nouveau-né. Donc est-ce qu'il y a une alternative ou est-ce qu'il y a dans ce cas? Alors, parce que j'ai pas très bien entendu, je suis désolé, mais si j'ai bien compris, c'est par rapport à ce que je disais, avec le parallèle de l'étude de la maman obèse, où on prélevait des selles des nouveau-nés qu'on donnait à des souris. J'ai dit effectivement que le même design d'étude a été fait dans une autre pathologie qui était la maladie inflammatoire intestinale, Exactement. dont on sait évidemment qu'elle est associée à une dysbiose. Là, ça paraît même encore plus évident que l'obésité. Et les selles, donc quand on colonise les selles des bébés avec les selles, quand on colonise les selles des souris avec des selles de ces bébés-là, effectivement, les souris ont des profils immunitaires différents. Donc ta question derrière, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Écoute, à l'heure actuelle, je pense rien. Pour l'instant, c'est juste une étude qui permet d'avoir un argument en plus sur la causalité du rôle du microbiote et pas juste sur un rôle associatif. Maintenant, moi, aujourd'hui, la science ne va pas dire à une maman qui a une Mickey d'aller prendre les selles de son voisin pour coloniser son bébé. Non, ça, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là, en tout cas pas aujourd'hui. Oui, une question. Je peux ajouter une question. Oui, on sait bien qu'il y a 200 au total, de HMO au total. Donc les études sont centrées sur les 3GL, 2FL. Si à l'idée, quel est le rôle des autres HMO? Ou bien est-ce que les études sont à l'état embryonnaire? On est parti du principe, avec notre esprit humain, de dire les plus importants ont probablement des rôles plus importants. Et donc c'est pour ça que par exemple le 2FL a été tout de suite, c'est vraiment très important le 2FL. Après on va descendre parce que les études vont dans tous les sens. Je vous ai montré l'exemple de la prévention de l'entérocolite, le DSLNT, il est en cours de synthèse, il est déjà disponible par une société américaine. On est en train de vérifier son innocuité et ça va être utilisable l'année prochaine. Donc on va descendre dans les HMO de moins en moins importants, mais qui ont des rôles probablement spécifiques. Mais on a commencé par les plus importants quantitativement, c'est facile à comprendre. Je crois qu'il faut qu'on conclue, parce que je vois... Ah oui. Mais merci en tout cas, beaucoup de votre attention, ça a été un plaisir de vous avoir et de votre dynamisme. Et puis, on se tient au courant de congrès en congrès, parce que les choses évoluent. Tu sais qui